Bonjour, je m'appelle Maude Ravenel et vous écoutez Mes Amis. Nous vivons à une époque où nous tentons de nous démarquer et d'avoir notre unicité tout en sentant que nous faisons partie d'un groupe. Le tatouage répond donc à la perfection à ces désirs. Dans cet épisode, je rejoins en vidéoconférence la tatoueuse Jade Roy-Boursier pour qu'elle nous fasse découvrir son métier qui est de plus en plus en vogue. Au Québec, il n'y a pas d'école de tatouage. Comment as-tu trouvé ton mentor pour apprendre ce métier? Eh boy, ça c'était vraiment une bonne question. On va y aller dans la vérité de la journée même. J'étais dans un gros changement de carrière. Je savais déjà que mon ancien travail, j'avais mis de côté pour plusieurs raisons, valeurs personnelles et autres. Et au tout départ, je voulais reprendre l'entreprise familiale, mais qui opère juste l'été. Et j'aime travailler, j'aime être avec les gens. Je me voyais pas travailler l'hiver. Et anciennement, j'avais étudié en art à l'université, mais j'avais pas eu de déclic sur aucun type de médium. Genre la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit le bois, la taille directe, il n'y a rien que je m'avais vraiment senti interpellée. Mais le tatouage m'avait toujours un peu comme, je sais pas, ça m'interpellait d'une certaine façon. Mais là, on remonte à 10 ans passés que ça m'intéressait, mais l'industrie du tatouage n'était pas du tout la même. T'sais, les méthodes utilisées n'étaient pas la même, les produits n'étaient pas aussi éco-friendly. Ça, c'était pas possible de trouver des trucs biodégradables et ce qui est très important pour moi aussi. Et bon, là, c'est beaucoup le vieux style du old school. Il fallait pas avoir beaucoup de détails que j'entendais parler. Il fallait pas avoir des lignes fines. Donc, je me disais, est-ce que c'est vraiment pour moi ce type d'art-là? Tu te sentais un peu trop restreinte dans ce que le marché disait que tu devais faire. Exact. Puis c'est sans doute les gens à qui j'ai demandé qui avaient cette vision-là, parce que c'est pas vrai qu'il y a 10 ans, tout ça, ça n'existait pas, mais c'était beaucoup moins commun. Et finalement, je me suis dit, OK, cette journée-là que j'ai faite, OK, go, je fais le pas, je veux apprendre, je vais mettre toutes mes critères de côté, dans le sens que je m'y connais pas. J'aimais beau entendre parler de ci et ça. Je veux aller m'intéresser par moi-même. Et c'est une journée qu'on, tu sais, sans doute que tu vas te reconnaître dans ça, qu'on se sent belle, on se sent forte, on dit, let's go, moi, aujourd'hui, je vais défoncer des portes, je veux avoir qu'est-ce que je veux et je suis capable. Donc, j'ai appelé dans un tattoo shop du petit village où j'habitais dans le temps, qui était le premier tatou que j'avais eu à 16 ans là-bas, justement. Je savais que le gars qui avait cette shop-là était très, très, très à cheval sur la propreté. Donc ça, c'était un truc vraiment important justement pour moi. J'avais fait un petit stage d'une journée aussi quand j'avais 17 ans avec lui, puis il m'avait parlé de la propreté pendant des heures. Il n'y avait pas eu de clients à ce moment-là. Bref, je l'appelle, je lui dis que j'aimerais lui parler d'un projet. Je pense qu'il a compris que c'était une consultation de tatouage, mais je voulais pas déjà au téléphone lui vendre la mèche, lui dire hey, je venais t'acheter pour être apprenti, parce que je sais déjà que les tatoueurs n'aiment pas trop se faire approcher pour ça tout le temps. Évidemment, je me rends là-bas, je suis toute souriante, je suis toute contente. À ce moment-là, j'ai aucun tatouage visible. Je ne ressemble pas du tout à une tatoueuse, pas encore là, parce que je sais que c'est pas de vidéo pour le podcast, mais je n'ai pas énormément. Et je rentre là, il a l'air de se dire qu'est-ce que tu veux? Lui, c'est vraiment le vieux style qu'on imagine, les cheveux rasés, la barbe, le gros métal, le gars un petit peu introverti, en tout cas, le stéréotype. Je lui dis, j'aimerais apprendre à tatouer. Il me regarde et il est comme, non, je ne suis pas intéressée. Tout de suite, bang, il veut rien savoir, c'est non, je veux pas personne. Il m'explique un peu pourquoi. Mais moi, dans ma tête, là, je ne sors pas de là sans qu'ils me disent oui. C'est sûr et certain que je veux qu'ils me disent oui. Donc, j'ai pas de portfolio, je ne suis pas organisée. C'était une journée un peu coup de tête. À ce moment-là, j'avais 25. Non, 24. J'avais 24 à ce moment-là. Et bref, je lui laisse quand même mes informations. Je lui dis de penser à ça, que je veux être là un soir semaine, je veux avoir la chance d'apprendre, je vais me faire toute petite, je ne vais pas déranger dans son studio. Il me dit qu'il va lui penser. Il me l'appelle le soir même, il me dit OK, on va faire un essai ensemble, viens-t'en jeudi à 5 heures. Et finalement, ça part comme ça. Donc, j'ai adoré. La première journée, il m'a déjà mis sur une machine. Il m'a dit bon, premièrement, tatouer, c'est pas comme Disney, c'est pas comme la peinture, c'est comme rien. On va commencer par voir si tu aimes le feeling. Donc, il m'a mis une fausse peau, qui est une genre de peau de caoutchouc, qu'on peut dire. Et j'ai pas vu le temps passer. Il a dû venir me voir à 9h30 et me dire tu sais que le salon est fermé depuis 9h. Comme tu peux arrêter, là. Moi, je veux partir chez moi, là. Et ça a décollé du jour au lendemain. Est-ce que c'est vrai que vous devez faire votre propre machine quand vous commencez à tatouer? Non. OK. Non, non, c'est pas vrai, mais la mienne c'était quasiment ça. En fait, pour expliquer, c'est que j'ai envie d'aller chercher ma machine pour l'expliquer. Il y a plusieurs types de machines différentes. Donc, il y en a une qui est un dermographe qu'on appelle pen, qui est vraiment un crayon. On dirait un gros stylo. C'était comme
je m'excuse vraiment de la référence, là, mais on dirait vraiment un petit dildo. C'est vraiment pareil. Bizarre. Mais bref, ça ressemble à une petite machine qui vibre et tu peux insérer la cartouche, tu la visses et c'est tout. Ça prend 2 secondes à installer. Donc, tu mets, tu visses et toi, tu dis, OK, ben moi, je veux, pour expliquer, en fait, c'est que chaque aiguille a des grandeurs différentes. L'aiguille va juste aller dans une encre. Exemple, que je veux tatouer en noir, en rouge puis en bleu. Mais genre 3 aiguilles minimum différentes. Quand je veux les changer, je déclippe, je l'enlève. Je déclippe et je continue. Ça, c'est la machine que moi, j'utilise. Le pot est parti parfaitement. Une fois que la machine elle a expiré, que le moteur est mort, on la change tout simplement. C'est plate pour l'environnement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est la machine qui a l'aiguille la plus stable. Donc, tout est parfaitement bien calibré, bien organisé dans la machine. Ensuite, il y a les machines rotatives que j'ai utilisées, mais pas souvent, que je vais même skipper. Puis la fameuse machine qu'il faut monter elle-même, ce qu'il faut monter soi-même, c'est la machine à coille. C'est comme des bobines de fil de cuivre. Donc, il y a des gens qui vont même créer ces bobines-là eux-mêmes. Ça ressemble à un petit fusil. Donc, quand on pense aux anciennes machines de tatouage, c'est vraiment l'image qu'on a en tête. Cette machine-là, elle est très custom. Donc, on peut vraiment le faire de façon très, très, très différente. Tout le monde peut l'ajuster. Donc, souvent, les tatoueurs, les vieux tatoueurs d'expérience, eux ne jurent que par ça, puisque tout est ajustable. Et quand je dis ajustable, même l'aiguille au début, c'est des longues aiguilles à peu près, bon, là, on peut pas, c'est pas vraiment visuel, mais peut-être un 20 cm, 20-30 cm de mémoire que c'est long. Et quand je tatoue à ça, c'est avec ça que j'ai appris à tatouer. Il faut prendre l'aiguille, on fait les mettre un angle, donc on la plie à la main, comme rien qui est juste d'une aiguille à l'autre, pour que l'aiguille soit plus basse, dense. Il y a un paquet de trucs. Je suis très visuelle, donc je vais de la misère à l'expliquer de façon auditive, mais il y a beaucoup d'ajustements. Il y a les vis qu'on peut visser un peu plus. On a des élastiques qu'on peut mettre pour mettre une autre pression dedans. Donc, c'est très compliqué. Et quand j'ai appris, bon, j'avais l'ancienne machine du tatoueur qui était faite de cette façon-là. Et oh mon Dieu, c'était n'importe quoi. Ma machine a déjà pris en feu. Donc, le bout derrière, elle faisait des étincelles et je demandais au maître, je disais, est-ce que c'est normal? Oui, 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 ça arrive, ça arrive. Je dis, OK, mais c'est un peu intense. Et je prenais des chocs électriques à tenir cette machine-là. Je me suis électrocuté les doigts quelques fois. Rien pour la personne, c'était toujours moi qui se faisait mal. Donc, quand que je la prenais, que je me plaçais dessus, il y avait 2 fois petite place, j'avais compris qu'il ne fallait pas que je la touche. Je pensais que c'était normal. Non, ça ne l'était pas. Mais bon, la fameuse pièce qui faisait les étincelles a finalement flambé. Il me dit, ah oui, la pièce, elle devait être à changer. Mais c'était un peu bizarre, honnêtement, là. C'était vraiment une vieille, vieille, vieille machine. J'ai aimé apprendre avec ça parce que c'est vraiment compliqué. J'ai vraiment appris à la dure, comme on peut dire. Puis je pense que tout le monde devrait apprendre de cette façon-là parce que du moment que tu passes à la vraie machine, la vraie machine, je ne vais pas dire ça, là, c'est toutes des vraies machines, mais la machine plus facile, qui est les dermographes. La vie est beaucoup plus simple. Oui, mon Dieu, oui. Puis surtout, moi, souvent, je vais tatouer avec 7 aiguilles différentes. J'aime avoir plein de types, de grandeurs de différents, de petits bouts différents. Et si les gens qui travaillent avec la machine à colle, qui ont autant d'aiguilles, souvent vont avoir plusieurs machines sur leur tableau qui vont juste alterner la machine. Parce que changer les aiguilles sur la machine à colle, quand tu n'es pas habitué, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Donc, moi, dans mon cas, c'était 10 minutes. C'est vraiment long, mais il faut toute la démonter, il faut la stériliser à chaque fois aussi. Donc, c'est un peu intense. Donc, j'imagine que pour l'hygiène, c'est aussi plus difficile à maintenir une bonne hygiène avec ces machines-là. Euh, Quand la machine à colle, effectivement, les clients qui s'en vont voir ces personnes-là, assurez-vous vraiment que tout est bien, bien, bien nettoyé. Il faut que ce soit nettoyé, il faut que ça passe à l'ultrason, il faut que ça soit passé ensuite à l'autoclave, que ça soit bien stérilisé. L'autoclave doit être, ils ont des permis, je pense que je crois que c'est au 6 mois ou 1 an qu'il faut la faire vérifier, être sûr qu'il n'y a pas des, mon Dieu, je pense que c'est des spores ou des germes à l'intérieur. Je m'en souviens pas parce que j'ai jamais acheté cette machine-là. Moi, j'étais directement au dermographe. Mais il y a vraiment toute une routine à faire pour que autant les machines qui stérilisent soient stériles que la stérilisation soit bien faite. C'est quoi le processus lorsque la personne arrive dans ton salon de tatouage et te dit qu'elle veut avoir un tatou jusqu'au jour où elle se fait tatouer? Et c'est quoi les étapes pour la personne, mais aussi pour toi? OK. Les gens me trouvent très compliqué dans ma démarche, OK? Donc, mais la mienne n'est vraiment pas celle des autres tatoueurs. Donc, il ne faut vraiment pas se mélanger. Avec le temps, j'ai appris à refuser. En fait, je refuse énormément de clients. Tantôt, je parlais du côté de ne pas faire un mauvais projet ou de faire quelque chose qui m'intéresse. Mais j'ai une grande sphère du côté des gens que j'ai une bonne énergie avec eux. Donc, si la personne me parle moindrement bête, n'a pas l'air à respecter mon fonctionnement,
c'est un refus automatique. Donc, maintenant, pour répondre à la question, ceci étant dit, bon, la personne, quand la personne va vouloir m'approcher, premièrement, mon salon est privé, l'adresse n'est écrite nulle part. Donc, les gens vont seulement recevoir l'adresse 3 jours avant. La seule chose que je vais dire, dans mon cas, moi, c'est la ville, pour que les gens puissent un peu organiser leur déplacement. Donc, la seule façon de me rejoindre est par Instagram. Pourquoi Instagram? Juste parce que j'ai une meilleure visibilité et que les messages, comment que moi je les gère, c'est la meilleure façon. Et je ne veux pas avoir une plateforme pour que les gens puissent prendre rendez-vous, exemple, sur mon site web, parce que je veux pouvoir bien choisir, comme que je disais, les gens. Première étape. Quand la personne va trouver ma page Instagram, elle va voir en haut si mon booking est ouvert ou fermé. Ça, la plupart des tatoueurs vont le faire. Et mon site web va avoir toutes les informations. Bref, on s'est parlé, j'ai mis le projet, le rendez-vous il a été pris. Maintenant, mais on est entre la date que le rendez-vous a été pris et qu'on allait finalement au rendez-vous. Là, ça dépend vraiment de ma vibe rendu là. Est-ce que je vais me dire, OK, hey, tel projet, j'ai vraiment envie de le dessiner aujourd'hui, même si c'est dans 4 mois le rendez-vous, je vais le faire. Donc, c'est pour ça aussi que j'envoie aucun dessin d'avance. Autre le plagiat, autre les vols de dessins, autre gérer l'anxiété des fois que ça peut créer parce que les dessins sont jamais finaux. C'est vraiment un esquisse de ce que je vais mettre sur la peau et les détails sont travaillés par la suite, les ombrages sont travaillés par la suite. Donc, de l'envoyer d'avance, ça demande trop de temps. Bref, je vais dessiner, je vais souvent penser à mes projets, soit quand je vais aller courir, je fais beaucoup en nature dans les hiking, je vais souvent me dire, OK, c'est vrai, telle personne voulait avoir une bouteille de parfum avec des fleurs qui sortent, comment que je peux le faire que ce soit beau. Donc, j'ai beaucoup de temps personnel à réfléchir à mes projets. Et quand je vais commencer à le dessiner, je vais toujours relayer la conversation, je vais aller faire mes recherches et je dois passer environ entre 2 à 5 heures de dessin par tatouage. Je trouve ça vraiment important, même si des fois c'est un tout petit truc minimaliste qui est tout petit. Parfois, c'est même les pires, en fait, niveau temps, parce que chaque petit angle peut changer tout l'aspect général. Versus si je fais un énorme bouquet de fleurs hyper détaillé, qu'il y ait une feuille qui ait 5 degrés ou 10 degrés vers le bas, ça ne change pas l'aspect général. Alors, je passe beaucoup de temps sur chaque projet. C'est une des raisons pourquoi je ne prends pas beaucoup de gens dans mes semaines. Je vais être certaine de passer assez de temps sur chaque projet pour que chaque projet rendu au résultat final soit 100% ce que je voulais. Puis, bon, après ça, la personne arrive chez moi dans le studio et je vais présenter le projet, je vais tout expliquer la démarche qui a été faite. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi avec le iPad, qui est mon outil de travail, c'est que ça va enregistrer chaque mouvement que j'ai fait dans le dossier dessin de la personne. Donc, la personne peut me voir dessiner les lignes en vidéo, vous pouvez voir toute l'évolution du dessin, les modifications qu'il y a eu. Et je peux aussi envoyer les vidéos quand les gens, des fois, les veulent comme souvenir. Donc, ça, c'est des trucs qui sont très intéressants aussi. Et là, ensuite, bon, là, après ça, on imprime. Moi, dans mon cas, j'imprime toujours en 5 et 6 grandeurs différentes, tout dépendant de la grosseur du tatouage, parce que je vais être certaine que la personne aime la grandeur. Et même si elle me dit au premier que je découpe, ah, c'est parfait, oui, 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 OK, c'est bon, mais je veux un comparatif. Veux-tu qu'on compare plus grand ou plus petit? Et ensuite, on va regarder, être certaine que ça fit bien, que c'est bien proportionnel, que ça suit bien le corps, la personne, on met le stencil et on commence. Dans le fond, tu as vraiment une machine qui imprime comme les tatous quand on est petit et qu'on se colle. Oui, exactement. Ça ressemble à ça. Donc, après ça, c'est les lignes qu'on va suivre. Puis la fameuse machine qui imprime sur le corps, au fond, il faut imaginer que tout ce qui est sur le dessin en papier est vraiment, que ce soit de l'ombrage, que ce soit des couleurs différentes, du noir, peu importe. S'il y a des couleurs, ça fait tout mauve. Donc, il faut juste avoir les lignes de contour. Il y a d'autres artistes, tatoueurs, que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dessiner directement sur la peau. C'est beaucoup utilisé aussi. Ils vont prendre des couleurs Sharpie différentes, donc de plus pâle à plus foncé, pour que ça tienne mieux ensuite. Il y a tout un processus différent d'une personne à l'autre. Une fois que vous vous êtes parlé, vous avez convenu du tatouage que vous allez faire. Là, vous l'imprimez, il est sur la peau de la personne. Là, c'est le début du tatouage à ce moment-là. Là. Ça commence. Exact. Puis moi, j'aime beaucoup expliquer aux gens en détail, comme que tu peux voir en ce moment. Donc, bon, évidemment, on va s'assurer que quand elle bouge, le tatouage est beau. Exemple, le petit insecte que j'ai ici. Je ne sais pas si tu vois l'aile ici. Bon, quand je bouge, il va rétrécir et grandir. Est-ce que ça me dérange? Non, parce que ça fait plus vivant. Mais si j'avais une écriture ou une forme géométrique, elle se déformerait beaucoup, donc je ne conseillerais pas à la personne de le faire à cet endroit-là. Donc là, c'est là que l'expertise, l'expérience doit être importante, que la personne me fait confiance, mais qu'en même temps, moi, je vais respecter ce que la personne veut sur elle. Et ensuite, bon, tout est parfait, on a regardé, le calque est mis, on commence à tatouer. Les gens un peu qui sont nerveux pour les aiguilles. Moi, par exemple, et c'est pas une joke, c'est pas pour faire plaisir aux gens, j'ai la phobie des aiguilles. J'ai vraiment peur, autant les prises de sang, surtout les prises de sang en fait. Vaccin, je pleure tout le temps, chaque fois. Je suis une vraie mauviette avec les aiguilles. Mais le tatouage, étrangement, je peux me tatouer sur moi-même. J'ai l'impression que je me dessine sur moi. Je dis pas que je vais regarder quand c'est quelqu'un d'autre qui me le fait, par contre, mais
je trouve ça intéressant. Et la raison est que les aiguilles vont tellement pas creux dans la peau. En général, on parle de 0,1 ou 0,2 mm à du maximum 2 mm. Et ça, j'ai pas vu ça souvent. Puis souvent, c'est des peaux très cornées, des peaux qui sont très, très, très usées. Et il y a très peu de saignements. S'il y en a, il y en a pas à chaque fois non plus. C'est tellement en douceur dans la peau que j'aime expliquer aux gens en leur montrant l'aiguille ressemble à quoi, comment creux elle va être dans la peau, comment minuscule elle est. C'est pas une aiguille qui injecte de l'encre, donc c'est pas une aiguille qui est vide au milieu avec un liquide. C'est une petite aiguille pleine. Puis on parle d'à peu près une épaisseur de 3 cheveux en général. C'est vraiment minuscule. Puis souvent, ça détend un peu les gens. Puis là, c'est sûr, c'est la COVID. Mais avant COVID, je servais toujours le thé avant qu'on commence aussi. Plus qu'on est dans un bon esprit, plus qu'on est calme, mieux ça va aller. Mieux qu'on va sentir les endorphines. Justement, on parle d'aiguilles, de sang. Est-ce que tu as déjà eu peur, toi, au début, quand tu as commencé à tatouer, d'attraper, tu sais, le sida, des hépatites en tatouant une personne? Parce que, veux pas, ça se pourrait que tu te piques avec l'aiguille de la personne. Des accidents, ça arrive? Ouais, moi, j'ai été chanceuse, ça m'est jamais arrivé. Puis, je pensais que ça arrivait pas souvent, mais récemment, je m'avais posé la question et j'ai vu que quasiment tous les tatoueurs ont des points de tatoués sur les doigts, qui est des gens, des fois, qui se sont piqués. Je pense que j'ai jamais pensé à la peur que ça arrive. Évidemment, oui, j'ai mes vaccins pour les hépatites. SIDA, c'est dur à prévenir. Il faut juste bien stériliser le tout. Il faut faire vraiment attention à la manipulation des aiguilles, des poubelles, des bacs et tout. Donc, c'est vraiment, je pense, de ne jamais tomber dans l'habitude de dire ah, ben, je le fais tellement souvent, il n'y a rien qui va arriver. De toujours rester prudent parce que c'est quand on est trop habitué, je pense que les accidents peuvent arriver. Sinon, de mon point de vue, je pense que la façon que j'opère mes trucs, que je lave, que je fais ma station, que tout est organisé, ça m'inquiète pas du tout. Mais tant mieux, parce que ça serait un stress si à tous les jours que tu tatoues quelqu'un, tu as peur d'attraper quelque chose. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des tatous que tu refuses de faire sur des gens? Oui, oui, j'en refuse vraiment beaucoup, en fait, pour plusieurs raisons. Premièrement, bon, là, je veux pas blesser personne, mais il y a beaucoup d'idées qui sont très quétaines. Souvent, c'est quand on va essayer de mettre trop de sujets dans le même tatouage. Donc, ça arrive souvent pour les premiers tatouages, justement, que les gens veulent se dire, je veux tellement que ça soit représentatif de moi, je veux tellement que ça soit moi, qu'ils vont essayer de mettre tous les éléments de leur vie à ce point-là. Donc, hey, j'ai fait de la danse, ma grand-mère, sa fleur de naissance, c'était ça. Mon style astrologique, c'est ça. Celle de ma meilleure amie, c'est ça. Puis j'ai travaillé dans ça. Puis mes sports que j'aime, c'est ça. Mais je veux pas que ça soit plus gros que 10 cm et je le veux à cette place-là. C'est comme, OK. Ouais, ça va donner quelque chose de too much. Puis si en plus c'est trop petit, le classique premier tatouage, ça va mal vieillir. Donc, c'est souvent des trucs à faire attention. Donc, ça, j'en refuse extrêmement beaucoup. Sinon, bon, là, il y a des symboles trop répétitifs qu'on est un peu tanné de voir dans l'industrie du tatouage. Sans blesser personne, c'est très populaire comme tatouage, mais les signes de l'infini, par exemple, moi, je les refuse tous. Les tatouages, bon, le fameux signe chinois qu'on n'est pas très certain qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi tu le veux en chinois. Si c'est important, tu peux le faire en français, tu peux le faire en anglais ou peu importe, ou faire une représentation de ce mot-là au lieu de l'avoir juste écrit. Tous les prénoms, je les refuse. Les gens ont beau me dire « Ah, c'est le nom de mon chien », ça peut être le nom de son chum, puis on le sait pas. Et ça finit toujours à devoir se faire recouvrir ou avoir des séances laser, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Même si ça serait le nom d'un enfant. Je les refuse tous. Puis je me dis, pourquoi faire le nom? Est-ce que tu as peur de l'oublier? Pourquoi pas faire quelque chose qui représente cette personne-là à la place? Et l'autre raison, bon, et c'est ça j'essaie d'aller dans le jugement de ce que la personne va regretter. Genre, la personne a 16 ans, le parent a donné l'autorisation ou 18 ans, c'est quand même très jeune aussi. Et la personne veut une méga manche tout d'un coup, premier tatouage. C'est peut-être pas la meilleure des idées pour le premier. On veut que ce soit bien réfléchi. Tatouage au visage, je refuse. L'œil, évidemment, je veux rien tatouer près des yeux. À l'intérieur de la bouche, moi, je le fais pas. Je suis pas spécialiste dans ça. Les paumes de la main. Donc, il y a des régions qu'il faut faire attention. Donc, autre la partie, j'essaie de pas te faire une erreur que tu vas regretter plus tard. Il y a une grosse partie de pourquoi je refuse, que c'est, moi, je suis un artiste, je veux faire quelque chose qui va m'inspirer. Donc, si c'est quelque chose qui ne m'inspire pas, qui ne vient pas me chercher, que je ne me dis pas, oh, wow, je vais être la personne qui va créer ça, ça va être tellement beau, et là, je l'imagine déjà. Mais si ça ne me fait pas ce sentiment-là, je refuse le projet aussi. Des fois, ça peut être une super belle idée, des éléments super originaux, vraiment intéressants, mais si l'idée ne me rejoint pas, je ne suis pas la personne pour elle. Donc, soit que je vais faire quelque chose de pas assez créatif, de pas vraiment beau, ou je ne vais pas y mettre mon 100%, et ça, je ne veux pas, donc je refuse. Est-ce que tu accorderais ça au fait que tu as assez de clientèle? Est-ce qu'au début, c'était comme ça aussi, que tu t'écoutais à ce point-là, ou tu as déjà plié un peu sur tes principes? Je pense qu'on apprend beaucoup avec le temps.
dans le sens que quand on commence à tatouer, on ne connaît pas encore le style qu'on est très bon, le style qui nous correspond le mieux. C'est sûr que même quand j'avais pas beaucoup de clients au début, j'ai quand même refusé certains tatouages. Puis il y en a d'autres, au contraire, que je me disais, ah, je sais pas si ça va être vraiment quelque chose que je vais triper, mais je vais l'essayer. Exemple, première fois, j'ai fait un œil. Je me suis dit, oh boy, un œil. Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que ça va être beau? Est-ce que la personne me fait assez confiance puis que finalement, je fais quelque chose que je vais regretter ou elle va regretter? Et au final, j'ai adoré faire ce genre de petits projets un peu stressants, de voir la joie dans les yeux de la personne, son expression à la fin, que ça me dit, OK, non, finalement, c'est un élément que j'adore. Donc, des fois, il faut prendre des petites chances, je pense, quand on commence. Évidemment, de dire à la personne, en passant, j'en ai jamais fait, est-ce que tu me fais assez confiance pour ça? Parce que je commence. Ça, c'est très important de le nommer. Première fois, j'ai fait une fleur en couleur. Honnêtement, là, j'ai jamais peinturé en couleur, j'ai jamais dessiné en couleur, j'ai jamais rien fait en couleur. Et tout d'un coup, je me dis, ah, j'ai envie de faire un tatouage en couleur. J'ai jamais appris à mélanger mes couleurs, j'avais rien fait. Et première fois que j'ai fait une fleur en couleur, j'ai fait, hey, wow, j'ai quelque chose de naturel pour ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai mélangé exactement les bonnes couleurs. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Dans le temps, j'avais juste bleu, jaune et rouge, qui sont les trois couleurs primaires. Et j'avais tous les bons tons que je voulais. Ça m'a tellement apporter une fierté. Je pense que j'ai passé la soirée à regarder la photo. Évidemment, mon chum a dû l'avoir 50 fois. À chaque fois, je lui mettais sous le nez. Regarde, regarde! Tu regardes comment c'est beau. Donc, il y a ces sentiments-là qu'on aime beaucoup. J'ai quand même la misère à répondre à la question, je crois, parce que j'étais très chanceuse. J'ai jamais été en recherche tant que ça de clients. Donc, même dans mes débuts, j'en avais vraiment beaucoup. Plus que quelqu'un qui commence, qui a jamais été sur les réseaux sociaux, je crois. Et en même temps, plus la personne va refuser, plus elle va se concentrer dans une ligne, même quand elle n'a pas beaucoup de clients. Un, ça fait plus professionnel. Deux, elle va déjà aller chercher les choses qui l'interpellent. Trois, c'est qu'elle connaît déjà son style va se développer beaucoup plus vite, puis ça va être beaucoup plus beau rapidement aussi. Parlant du style, justement, quel est ton style? Ça, c'est la question que j'ai vraiment de la misère à répondre. Puis j'y pense souvent. Autant quand je conduis, en fait, en tant que travailleur autonome, je pense qu'on pense toujours à notre travail du matin au soir, autant quand je cuisine que peu importe. Et autant j'aime le micro-réalisme, que j'aime les fleurs, mettons, en couleur, comme que je disais tantôt, que j'aime le one-line, qui est juste un dessin avec une seule ligne. Autant que je vais aimer des fois de faire du sketching, qui a un effet plus comme des croquis quand on dessine. J'aime beaucoup de choses différentes. J'aime la géométrie aussi. Ce que je me rends compte, c'est que je pense que je vais en choisir deux, trois dans tout ça, qui sont un peu différents, et je vais faire des styles qui vont toujours en mélanger deux ou trois ensemble. Je pense vraiment que j'aime mélanger les styles. Je ne suis pas dans le réalisme, ça c'est sûr que non. Donc de dire que voici une photo de ma mère, fais-moi-la sur moi, non. Tu ne vas pas reconnaître ta mère ne va pas m'aimer si elle est toujours vivante. Et non, moi, je ne m'embarque pas dans ça. Mais j'aime beaucoup des choses différentes. Donc, c'est vraiment, je pense, mon point peut-être faible en ce moment. D'autres vont me dire que c'est mon point fort. Tant que je ne vais pas vraiment, je pense, me concentrer dans un style précis, je vais peut-être avoir de la misère à développer un style que les gens vont se dire, hey, ça, c'est un Jade. Comme lui, je le vois, c'est Jade qui le fait. Dans mon désir personnel d'artiste, je veux qu'on reconnaisse vraiment un style à moi. Donc, c'est quelque chose que je veux vraiment me dire, OK, ça, je me l'ai vraiment approprié. Ce style de ligne-là, ce style de dégradé, ce style de détail, c'est du Jade. Ça, je veux vraiment, vraiment me l'approprier. Tu tatoues avec de l'encre Blacklight. Oui, c'est de l'encre qui va réagir aux lumières UV. J'en fais pas énormément. Mais c'est vraiment intéressant ce que ça fait dans la peau. C'est vraiment, en fait, c'est des couleurs, c'est déjà de l'encre en couleur. Donc, c'est pas l'encre transparente qui devient fluorescent. Puis, je n'aurais pas utilisé le mot fluorescent, en fait, parce que c'est vraiment la réaction à la lumière UV. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange. Il y a une encre qui rend phosphorescente, qui est vraiment déconseillée pour les peaux. Et même moi, je dis de jamais utiliser ça. Donc, c'est l'encre un peu. Si on peut penser à notre enfance, on avait les petites étoiles de coller au plafond dans notre chambre, un peu le même principe. Donc, c'est une type d'encre qui va absorber la lumière et une fois à la noirceur, va illuminer. Ça, je déconseille. Il y a du phosphore dans ces encres-là, qui est vraiment un mauvais élément. Tandis que l'encre qui va réagir à la blacklight, c'est plus au niveau de la couleur du pigment, qui va juste réagir à un autre type de lumière. Celle-là, il n'y a aucun problème. Donc, sur la personne, ça va être, mettons, c'est rouge, ça va juste être rouge. On ne peut pas nécessairement savoir à l'œil nu que c'est de l'encre UV. Non, exact. Au fond, ça, j'en ai une que c'est bleu foncé. Et souvent, les gens aiment ça la prendre pour faire les constellations, puisque à la lumière blacklight, ça fait comme des petites lumières bleues turquoise qui illuminent. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est quand même rare, surtout en tant que COVID, qu'on va dans les bars, qu'on est exposé aux lumières UV. Donc, c'est vraiment peut-être des tatouages plus spéciaux pour soi-même. Te rappelles-tu ton premier tatouage que tu as fait? Et oui, Marie-Ève, je m'excuse encore.
Je promets à Marie-Ève aussi que je vais lui arranger bientôt. C'est ma belle-sœur. Et elle m'avait vraiment mis à l'aise parce que quand que j'ai appris à ma famille que je commençais à faire du tatouage, elle était là aussi. Elle en a déjà tout plein. Là. Elle a une personnalité très colorée. Quand elle est dans une pièce, on le sait, on l'entend. Elle est vraiment une personne, mon Dieu, agréable, énergique. C'est assez spécial. On disait toujours qu'elle a pris 15 cafés, mais c'est comme un show. C'est vraiment, je l'adore beaucoup. Puis, quand il m'a dit, hey, Jati, tu veux faire ton premier tatouage sur moi, ça me va. Tant que c'est pas sur mes bras, vu que c'est ton premier, mais tout le reste, tu peux faire ce que tu veux, où tu veux, il n'y a aucun stress. Je vois, OK, c'est de la confiance, hein, c'est vraiment intense. Puis, ce que je dois avouer, c'est que dans le temps, bon, il y a des choses que mon maître tatoueur n'a pas pu m'apprendre parce que lui n'avait pas vécu ces problèmes-là, dont le fait que j'avais de la myopie aux yeux assez forte. Et il ne savait pas que je portais des verres de contact parce que je pense jamais dire aux gens, hey, en passant, moi dans la vie, j'ai des verres de contact et mon nom c'est Jade. C'est pas quelque chose qu'on parle quand on apprend à connaître quelqu'un. Et ça fait en sorte que je voyais bien de loin avec les verres de contact, mais tout ce qui était de proche, très petit pendant des heures, était très forçant pour les yeux, je ne voyais pas. Alors, la toute petite aiguille minuscule, comme je disais tantôt, qui sort de quelques millimètres, je ne la voyais effectivement pas. Je pensais que c'était normal. Je pensais vraiment que, parce que de toute ma vie, quand j'ai dessiné, je vois rien de proche. Puis, j'ai jamais pensé au fait que je portais mes verres de contact et c'était un désastre. Le tatouage, il est vraiment laid, honnêtement. Là. J'ai des photos, là, mais j'ose même pas les montrer. C'était un palmier qui était supposé avoir une tige très mince, très belle. C'est vraiment ironique parce que ceux qui voient mon style aujourd'hui, c'est ce que je fais, des lignes minces, très, très claires, très droites, mais j'étais incapable, mais incapable. J'essaie de repasser dans la ligne, puis j'arrêtais pas de la dédoubler et de plus et de plus. C'est devenu là, un truc large comme quasiment mon doigt. C'était affreux. Et je creusais un peu trop fort dans la peau, donc de passer à la fausse peau à la vraie peau, c'est vraiment pas la même chose. La vraie peau est beaucoup plus facile, absorbe vraiment mieux. On n'a pas besoin de peser aussi fort, donc c'est encore une chose que pour les futurs tatoueurs, de ne pas s'habituer au feeling, à la sensation de la fausse peau. Bref, je l'ai vraiment charcutée, c'est vraiment le bon terme. Je m'excuse encore. Elle chialait pas, elle disait pas rien, elle me laissait faire mes choses. Elle a été vraiment patiente. Et au final, bon, quand ça l'a guéri, évidemment, mes lignes ont un petit peu dispersé sous la peau. C'était vraiment un tatouage raté. J'ai beaucoup appris de ce tatouage-là. Et là, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi j'ai autant pas été capable de mettre ma ligne dans ma ligne? Au final, je me suis fait opérer aux yeux. Donc, ça a tout changé. J'ai dit, OK, moi, j'arrête de niaiser avec ça. Un an après, je me suis fait opérer. Mais cette année-là, finalement, j'ai mis des lunettes parce que ça m'a beaucoup aidé. Mais non, ça n'a pas été le plus beau des tatouages. Et j'ai bien hâte de pouvoir lui arranger d'une certaine façon. Quand tu es tatoueuse, tu travailles souvent seule avec le client. Ouais. Tu es proche de cette personne-là. Tu sais, on entend beaucoup là, présentement tout le mouvement #MeToo. Tu sais, on dit souvent la fille, elle doit se protéger, même si tout ce qui arrive n'est pas de sa faute au finalement. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose que ça t'a traversé l'esprit à un moment donné de te dire comment je peux assurer ma sécurité parce que malheureusement, c'est ça qu'on a appris à faire? Honnêtement, oui. Puis surtout quand j'ai commencé à Montréal, cette question-là, au début, je pensais qu'elle allait me le demander si moi, j'ai déjà mis des gens mal à l'aise tellement que je n'ai même pas pensé à me sentir moi en tant que victime. Mais j'ai vécu dans les deux sens, donc je vais expliquer. Bon, premièrement, c'est sûr avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens des fois qui vont essayer de nous contacter. Et ça m'est déjà arrivé que j'ai des gens qui prennent rendez-vous avec moi. Et une fois que le rendez-vous est pris, avant que j'envoie mon adresse, une des raisons pourquoi j'envoie jamais mon adresse d'avance, commence à me poser des questions bizarres. Quand je dis bizarre, ça peut aller jusqu'à est-ce que tu peux m'envoyer une photo de tes pieds? Non. Rendu là, j'annule le rendez-vous, je l'envoie le dépôt et je bloque la personne et ça finit là. Donc, il y a toujours des trucs un peu comme ça qui peuvent arriver. Maintenant, une fois le rendez-vous arrivé, dans le temps, quand j'ai commencé à travailler à Montréal et que, bon, c'était tout nouveau, je me disais, bon, là, j'ai un appartement qui est quand même une accessibilité. Tu sais, quand je sors de chez moi, je peux croiser plein de gens. C'est quelqu'un de bizarre qui peut m'attendre dehors, c'est possible. Quand j'avais un doute sur une personne, j'avertissais mon copain d'être à la maison. Donc, mon copain aussi est travailleur autonome, lui aussi a un horaire assez variable. Donc, je m'assurais que lui était là. C'est sûr que je ne cachais pas que je me fais quand même assez confiance physiquement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je mesure 5 et 10 et je suis très forte aussi. Je pèse quand même assez lourd. Malgré que je n'ai pas un surplus de poids, je pense que je me débrouillerais bien contre quelqu'un, même si je ne veux pas en venir à être physique.
Donc, c'est pas quelque chose qui me ferait peur, c'est plus quelque chose qui m'insulterait de me faire perdre mon temps. Et ça, c'est de quoi pour moi que c'est comme inacceptable. Mais ça m'est déjà arrivé de cacher du poivre de Cayenne dans ma salle de tatouage et autre chose que je ne nommerai pas, de peur que la personne s'essaie vraiment. Rien d'illégal, mais des choses que je veux pas que les gens cherchent de leurs yeux si jamais ça arrive encore. Mais si je dois me rendre à penser ça, j'aime mieux annuler le rendez-vous, honnêtement. Puis, bon, sinon, il y a déjà eu des gars vraiment impolis, si je peux dire, qu'aujourd'hui, moindre petit pas de côté, je pense que je mettrais les gens dehors sans comme penser plus loin. Là. Comme, OK, tu viens de me manquer de respect, je te demanderais de sortir. Et dit d'une façon, tout dépendant dans quelle situation que je suis. Il y a un gars que j'ai eu que c'était pas quelqu'un avec qui j'avais parlé directement. Le fameux, la blonde a pris le rendez-vous avec sa copine pour les deux. Les deux se sont séparés, les deux sont venus séparément. Donc, j'ai pas eu de contact avec lui avant. J'ai pas vu comment il me parlait. J'ai pas pu saisir le genre de personne. Et j'ai failli vomir à maintes reprises pour les propos qu'il me tenait. Je tatouais ses doigts. Puis si la personne se le connaît, ça me dérange vraiment pas. Mais il sentait tellement la cigarette en partant. Il avait les doigts vraiment sales. C'est un mécanicien. Puis, il n'arrêtait pas de me dire, en faisant des clins d'œil, ouais, j'ai vraiment des grandes mains. Hein. Il me disait, OK, c'est. Et tout ce que j'ai pu lui répondre, c'est t'as vraiment des mains de grenouille. Tu ressembles à une grenouille. Tu sais. J'ai essayé de faire de façon un peu dérisoire, mais c'était tellement malaisant. Et c'est la première réponse qui m'est venue en tête et je me disais, OK, ça, c'est du n'importe quoi. Puis après cette rencontre-là, même s'il n'a pas été plus loin, même s'il n'y a pas eu rien, j'ai vraiment trouvé ça inacceptable. Puis, encore une fois, je pense que ça fait juste partie de mon triage de personnes. À l'inverse, j'ai toujours peur que les personnes se sentent peut-être pas à l'aise parce que veux pas, si je vais tatouer sur les côtes, ben c'est sûr qu'il faut enlever le chandail, c'est sûr que c'est pas au complet, on peut passer le bras dans la manche, mais il ne faut pas qu'il y ait de brassière parce que je les tatoue à cette hauteur-là, il ne faut pas qu'il y ait de friction non plus par la suite. Donc, je m'en sais pas que j'ai quand même une grande clientèle française. Les Françaises sont moins gênées, sont très moins pudiques. À mes débuts, moi, ça me gênait parce que, mettons, je me retourne, je suis dans mes trucs, et là, je sais pas, moi, je vais chercher à l'imprimante mon papier, je reviens, ah, elle n'a pas de chandail, elle n'a plus rien, puis c'est comme, OK, ben, je vais être plus à l'aise comme ça, puis j'ai chaud. Pas de problème, si tu es à l'aise comme ça, moi, ça me va, on ferme la porte, on ne se fait pas déranger. Puis d'autres fois, mettons, je demandais à une personne de peut-être enlever la moitié de son chandail et je vois la face qui devient rouge. Et là, je me dis, je veux tellement pas te mettre mal à l'aise, je veux tellement pas que la personne pense que je fais ça pour la voir parce que moi, j'en dis là, je la vois comme une feuille de papier. Moi, c'est tout, là. T'es ma feuille de papier, je vais travailler sur toi, mais je veux que ce soit beau pour toi. Et avec les hommes, souvent, c'est vraiment malaisant parce que la plupart des hommes, ils n'ont pas des seins en tant que tels. Des fois, il peut y avoir des parties sur le corps qui les gênent, que ce soit un surplus de poids, que ce soit des cicatrices. Des fois, j'ai vu des gens très gênés pour ça. Donc, des fois, je pense un peu moins au fait qu'il peut y avoir des trucs gênants malgré qu'ils n'ont pas une poitrine ou quoi que ce soit. Et la pire expérience, je pense que j'ai vécue, j'avais deux hommes la même journée, que les deux se faisaient tatouer sur les cuisses. Et le premier, je lui demande, je dis, est-ce que tu veux que je sors le temps que tu mets ton costume de bain ou que tu te changes? Il dit, ben non, il dit, des boxeurs, c'est comme un costume. Je me dis, ben oui, c'est vrai, c'est pourquoi je pose la question. J'ai eu l'air, moi, d'être un peu trop coincée, donc je me remets dans mon iPad, je dessine. Il s'installe, il est confortable, il est bien placé, parfait, on commence. Celle que j'ai eue par la suite, le deuxième de la journée, je me dis, bon, là, je ne vais pas encore poser la question, je vais me faire encore rire de moi comme quoi que je suis trop coincée. Donc, je lui dis, parfait, tu peux t'installer, je vais aller faire imprimer le dessin. Et moi, je ne porte pas attention à ce qu'il fait parce que je suis concentrée dans mes choses. Mais peut-être 2 minutes plus tard, je me relève les yeux et il est rouge, rouge, rouge. Il ne bouge pas, il est comme vraiment figé. Et là, je me dis, oh my God, mais qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce qu'il est gêné? Puis comme là, c'est moi qui ai eu l'air trop intense, comme let's go, enlève tes shirts, puis mets-toi en boxeur. Et je me suis tellement sentie mal. Je pense que moi, je suis devenue tellement rouge que je ne peux même plus respirer. Je suis sortie de la salle. J'ai comme, oh mon Dieu, je m'excuse tellement, je m'excuse. Je me disais, là, faut pas que les gens pensent que je veux les voir se dénuder ou quoi que ce soit. C'est tellement pas mon intention. Donc, tu sais, on le vit vraiment dans les deux sens, je pense, en tant que tatoueur, tu sais. La personne avait une paire de shirts en plus en dessous de ses pantalons. Donc, c'était le mouvement, je pense, d'enlever les pantalons qui l'avaient gêné. Maintenant, tu sais, je pense que j'oublie quasiment les gens aller dans la salle de bain à chaque fois, comme OK, salle de bain, première porte à gauche, allez-y, je vous attends. Puis comme je veux plus prendre de chance parce que j'ai tellement peur que les gens le perçoivent de la mauvaise façon. Mais c'est ça, c'est très rare que moi, en tant que tel, je vais me sentir visée. Je tatoue beaucoup plus de femmes aussi que d'hommes en ce moment. Les hommes sont super respectueux. La plupart vont suivre moi et mon copain aussi sur les réseaux. Donc, je pense que ça l'aide aussi qu'on affiche autant qu'on est en couple et qu'on est heureux dans ce qu'on vit.
Mais bon. Tout ce que j'entends depuis le début, là, c'est vraiment l'expérience. C'est ça la clé du succès. Avec le temps, tu as gagné tellement d'expérience que tu es venu à être en mesure de dire, OK, tu sais, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire pour justement mettre les gens à l'aise, pour moi me faire respecter, que les autres se sentent respectés. Ouais. Quand on te regarde, tu as l'air de un peu monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, c'est pas écrit dans ton visage comme je suis tatoueuse. Non, puis je suis contente aussi de ça, honnêtement, parce que le type de clientèle que j'attire, soit c'est des gens qui sont près de la nature, qui vont me suivre sur Instagram pour ça, qui ont les mêmes valeurs, un peu plus l'environnement que moi. Puis j'attire les gens, je pense, qui vont me ressembler aussi. Donc, ça fait des séances pas intéressantes. On parle de voyage, on parle de plein de trucs. Je sais pas, je veux pas juger les gens qui ont l'air de tatoueurs non plus. Peuvent être super intéressants comme n'importe qui. Mais ça fait aussi en sorte que je fais beaucoup de premiers tatouages, je pense, puisque je suis peut-être un peu moins intimidante, comme dans mon atmosphère plus naturelle. Puis j'aime faire les premiers tatouages, j'aime le principe que la personne vive une belle expérience parce que c'est vraiment dommage que la personne, finalement, se sent trop gênée pour dire que non, non, ça, j'aime pas ça, ou se sent mal à l'aise, ou arrive un peu gênée, ou bref, qu'est-ce qui peut arriver, là? Mais oui, puis je pense aussi que le fait que tu n'en as pas plein, en effet, c'est moins intimidant. Je pense que ça vient briser aussi des stéréotypes. Ouais, 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 non, c'est vrai. Je trouve aussi que ça donne la chance aux plus jeunes de dire moi aussi je peux peut-être devenir tatoueuse sans avoir l'air du Des stéréotype, stéréotypes, là. exactement. Et même moi, au début, je me le faisais reprocher. J'ai des clients qui. Au début, je n'avais pas du tout sur les bras. Tu sais, j'avais même pas. J'avais rien, là. J'en avais juste un de caché. Puis les gens qui venaient me voir me disaient OK, mais t'aimes-tu les tatouages? Ben oui, j'aime ça. Genre, je suis passionnée par ça. OK, mais pourquoi t'en as pas? Je me disais, ben, parce que je n'ai pas le besoin en ce moment. Tu sais, j'ai pas rien qui m'intéresse. Puis quand j'ai commencé à tatouer, 3 mois après, j'étais partie en Asie 2 mois et demi avec ma machine pour tatouer là-bas, puis me promener, faire du pack-sac. Là, je me disais, OK, mais là, ça va être trop bizarre. Là. Je vais arriver là-bas, je vais connaître personne, je vais être en pack-sac seul, je vais chercher des clients, mais j'ai aucun tatouage. Et là, je suis un peu tannée de me le faire dire, fait que je me suis fait ce tatouage-là ici, en me disant, bon, je vais au moins en avoir un sur moi. Donc, je me suis tatouée quasiment une semaine avant de partir. Honnêtement, j'étais bien contente de l'avoir, mais c'était vraiment n'importe quoi, là, à quel point que ça veut tellement rien dire. Il y a aussi des gens à l'inverse que quand je leur apprends que je suis tatoueuse, leur discours avec moi change de A à Z et je trouve ça vraiment drôle. Euh, j'ai 2 exemples en tête. Donc, j'étais à la banque il n'y a pas longtemps. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des REER. Je suis devenue un adulte et j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'ai été à un rendez-vous pour m'expliquer c'était quoi la différence entre des REER, des CELI, c'est quoi les à risque, à moindre risque et tout. Mais j'avais des manches longues, donc le seul tatouage visible, mais les gens ne le remarquent pas, c'est mon petit que j'ai sur la main ici, qui est minuscule. Et bon, là, la femme finalement me demande, après comme 1 heure qu'on est ensemble, tu travailles dans quoi? Et là, j'hésite un peu, je me dis, est-ce que je lui dis? C'est une vieille madame de comme, je ne peux pas dire 70 ans, elle a peut-être 60, mais elle a l'air assez âgée, puis c'est comme la doyenne de la place. Finalement, je lui dis, j'ai fait du tatouage. Et là, ah ben, oh mon Dieu, ah ben là, je n'avais pas pensé à ça. C'est la première fois que je vois une personne comme vous. Puis là, je dis, OK, merci. Mais là, elle était adorable. Elle s'est même posé plein de questions. La séance réelle a pris le bord. Mais là, est-ce que votre famille vous a renié? Des questions, je me dis, ben voyons donc. Mais elle était très gentille. Elle était vraiment intéressée comme si elle venait de voir un extraterrestre. Puis, je trouvais ça intéressant d'une personne d'un certain âge qui a vécu dans d'autres modèles de pensée autour, que c'était pas encore très artistique si on remonte à 50 ans passés. Mais elle, c'était vraiment comme tout d'un coup, elle était plus à son travail, elle me parlait de ses enfants, elle comme partie plus dans les choses personnelles. Je trouve ça vraiment, vraiment beau comme contraste. Elle a fini qu'elle me raccompagnait à la porte. Elle m'a dit comme 4000 fois qu'elle voulait encourager les artistes de la place. Puis elle était vraiment, vraiment génial. Un autre type d'exemple que je vis assez souvent, moi et mon copain, on était faire du vélo il n'y a pas longtemps. Donc, on était faire 80 km de vélo. Puis, dans notre parcours qu'on faisait, on allait voir sa maison d'enfance. Donc, où est-ce qu'il avait grandi, qui était une maison sur une ferme, vraiment avec une super belle vue dans l'Estrie. Et par chance, les gens nous ont vus passer en vélo et s'arrêter. Donc, ils nous ont invités à aller visiter la maison, à aller vivre tout le changement de la maison. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas grandi là. Moi, je n'ai pas du tout rapport dans cette histoire-là. Et la femme du mari, pendant que lui était avec mon copain, elle essaie un peu de me divertir, elle essaie de me parler, mais il n'y a pas de sujet, tu sais, qui clique. J'aurais pu juste aller faire du vélo de mon bord en attendant. Et finalement, elle me demande, elle me dit, bon, tu fais quoi dans la vie?
Je lui dis que je fais du tatouage. Et là, elle commence à me raconter que là, elle vient de s'acheter une moto. Puis là, tout d'un coup, là, elle commence à me parler de toutes les choses qu'elle fait. Là, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, je voulais aller faire telle affaire. Puis là, elle commence à me parler des choses un peu illégales qu'elle a déjà fait quand elle était plus jeune. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que les gens se disent quand je dis que je suis tatoueuse? Comme, OK, il faut que j'y parle de trucs illégaux, de trucs risqués, de trucs dangereux. Mais là, tout d'un coup, ça a ouvert plein de sujets. Puis, je connais rien à la moto, là. J'ai pas fait grand-chose d'illégal dans ma vie non plus. Fait que c'était vraiment drôle de faire raconter tout ça. Je me disais, OK, ben, go for it, c'est drôle, ça crée un sujet. Après juste seulement 3 ans que tu es tatoueuse, tu as maintenant un apprenti. Oui, puis honnêtement, j'ai beaucoup de demandes d'apprentis, mais je me sentais pas, puis je me sens toujours pas prête à avoir un apprenti. Donc, pour expliquer, mon apprenti, c'est aussi ma meilleure amie depuis plus de 6 ans. Et quand elle a appris que j'ai commencé à tatouer, elle me dit: «Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? J'aurais voulu apprendre.» Donc, j'ai quand même attendu d'avoir au moins 1 an d'expérience, 1 an et demi, je pense, que j'ai commencé à l'avoir, mais c'était vraiment du nouveau pour moi aussi, là. Donc, elle a commencé à apprendre, elle a passé beaucoup de temps sur la fausse peau, fluide et autres. Comment tu te sens de transmettre ton savoir? Honnêtement, je me sens vraiment maladroite, je dirais, parce que c'est comme, j'en parlais justement à mon apprenti la semaine passée, si je fais une comparaison au sport, vu que je travaillais beaucoup dans le sport avant, que je me dis, exemple, moi, et là j'invente un personnage fictif, je suis une marathonienne olympique, peu importe, j'ai appris à courir de telle façon, ce qui n'est pas vrai, et je veux apprendre ceci à quelqu'un. Tu as beau avoir les meilleurs souliers, le meilleur linge, les meilleurs équipements X que tu veux, les meilleurs gels, énergie, peu importe, la meilleure nutrition autour, tant que tu cours pas, tant que tu t'entraînes pas, tant que tu ne te pratiques pas biomécaniquement, donc tant que tu ne pratiques pas ta main, tant que tu ne dessines pas des heures et des heures et des heures par semaine, tu ne vas jamais progresser. Donc, ça demande un grand investissement de temps, d'expérience. Toutes les peaux sont différentes aussi pour les gens. Comme je disais, toutes les routes du concours sont différentes, peu importe. Il y a des gens qui ont la peau qui absorbe moins bien l'encre, les gens qui vont l'absorber super bien. Tu as des peaux très fragiles, tu as des peaux qui sont ultra rigides, tu as des peaux qu'il faut étirer beaucoup. Il y a des gens qui sursautent, il y a des gens qui saignent plus. Il y a un paquet de variables à prendre en considération, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant que tu n'as pas mis l'aiguille dans la peau, tu ne sais pas comment sa peau va être. Donc, ça, c'est des choses qui s'apprennent avec l'expérience. Fait que tu l'as pas fait passer le balai au début, comme des fois les apprentis ils font. Là. Non, non, non. Tu as donné la même chance que toi, parce que toi aussi, tu as commencé directement sur une fausse peau. Tu n'as pas commencé en passant le balai dans Oui, le. exact. Non, puis ça, honnêtement, je trouve ça vraiment triste parce qu'il y a beaucoup de salons de tatouage qui vont exploiter ceux qui veulent devenir apprentis. Puis ça, c'est de quoi faire vraiment attention dans le domaine. Le fait, je pense qu'il n'y a pas d'école au Québec, ça pousse les gens un peu à faire ça. Donc, il y en a tellement qui sont prêts à faire n'importe quoi que j'ai beaucoup entendu des gens qui se sont fait dire tu as le droit à 6 mois d'observation. Pendant ces 6 mois d'observation-là, tu dois devoir nettoyer le salon, faire tout ce qu'on veut et tu ne seras pas payé ou tu vas devoir nous payer pour être là. Ça, c'est inacceptable. Je trouve ça complètement ridicule. Des trucs, j'en ai entendu de toutes les sortes. Les gens sont vraiment en train d'exploiter, puis ils n'ont aucune promesse qu'ils vont apprendre, ils n'ont aucun lien. Donc, qui peut se permettre d'avoir un 6 mois, pas payé de formation, que c'est même pas encore de la formation, c'est juste de l'observation. Et rendu là, oui, c'est intéressant d'observer, c'est bien, mais passe, je sais pas moi, 10, 20, 40 heures dans ta semaine à l'observer, mais pas à faire du ménage. C'est pas vrai que tu peux comprendre la technique pendant que toi, tu laves le backstore en arrière. Honnêtement, c'est vraiment de l'abus. Il y a aussi des fausses écoles au Québec, pour faire attention, que j'ai vu jusqu'à 4 000 par fin de semaine qu'ils vont charger aux gens pour apprendre et avoir le fameux diplôme de tatouage du Québec, de je ne sais pas quel nom exactement. Là, je ne vais pas nommer non plus de compagnie, mais c'est totalement faux. C'est comme si moi, du jour au lendemain, je me disais, hey, moi, je veux plus tatouer, je veux faire de l'argent facile. Je fais des formations et j'invente un nom, l'Association des tatoueurs agréés du Québec. Je dis n'importe quoi, ça n'existe pas. On est tous bons avec le visuel, avec l'informatique, avec les montages. Donc, ça, c'est facile de faire un faux diplôme qui a de l'air vraiment réaliste. J'ai engagé une compagnie d'impression pour me faire les beaux stems qui a de l'air tout officiel. Je charge un prix de malade par fin de semaine. 2 formations, rien inclus, la personne doit lever avec sa machine. Et ça se voit au Québec actuellement, des gens qui ont décidé de faire ça.
Est-ce qu'il y en a ailleurs dans le monde des écoles de tatouage? Si j'ai bien compris, je sais qu'en France, il y a quand même plus de réglementation. Il y a certains autres pays qui vont venir aussi vérifier si l'endroit est assez stérile et assez, je pense que c'est comme en Russie, si je ne me trompe pas. Il doit y en avoir d'autres, effectivement. En Australie, les lois par rapport à la propreté sont très sévères. Je trouve ça triste qu'il n'y ait pas ça ici, honnêtement. Je trouve que c'est pas rassurant pour les clients. Puis, ce qui m'avait le plus surpris quand j'avais fait les recherches au tout départ, parce que moi, anciennement, j'étais kinésiologue, donc tout ce qui est comme bien organisé était bien important et tout. Par rapport à l'ancien travail que je faisais, je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas rien en tatouage au Québec. Puis, qu'est-ce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches, c'est que autant le tatouage, autant la chirurgie plastique ne demande pas de diplôme. Donc, n'importe quel chirurgien au Québec aussi pourrait faire des chirurgies plastiques, genre un cardiologue ou autre. Donc, c'est des choses des fois qu'on se dit, ah, OK, je m'attendais pas qu'un autre travail un peu qui touche à la santé et qui est très intrusif dans le corps ne demande pas un diplôme. Alors, il y a beaucoup plus de domaines qu'on pense qui ne sont pas très légers au Québec, en fait. Puis, si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'y a jamais personne non plus qui va passer dans ton studio s'assurer que tout est sanitaire non plus. Non, puis ça, je trouve ça vraiment dommage. J'aimerais tellement ça qu'il y ait comme quelqu'un qui passe justement, qui nous approuve, qu'on a un genre de petit papier, parce que là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens en ce moment qui sont pressés, parce que tous les bons tatoueurs, en fait, sont complets. Ils vont se lancer dans des tatoueurs qui ont de la disponibilité de dernière minute. Et là, on ne parle pas d'annulation de dernière minute. On parle de tatoueurs qui n'ont pas assez de clients, qui n'ont peut-être pas une bonne réputation, et ceux qui veulent des tatouages rapidement vont se lancer dans ces personnes-là. C'est important de faire ces recherches, c'est important d'aller peut-être s'informer, voir les commentaires des anciens clients, savoir comment ça va, savoir qu'est-ce que la personne utilise comme produit. Et ça, moi, ça fait 3 ans que je travaille temps plein dans le tatouage. Je pense que j'ai 2 personnes qui ont pris le temps de me demander avant d'arriver chez moi, hey, tes produits de nettoyage, c'est quoi? Comment que tu stérilises? Quelle formation as-tu suivi? Les gens ne demandent pas ces questions-là, puis ça devrait être plus commun, ça devrait pas être tabou, ça devrait être vraiment un sujet comme autant important de dire est-ce que tu aimes ce style de tatouage? Est-ce que tu es intéressé par mon projet? Qu'est-ce que tu utilises comme produit? Ben oui. Mais ça devrait être plus demandé. Où te vois-tu dans 10 ans? Est-ce que tu te verrais ouvrir une école de tatouage? L'école, honnêtement, je voudrais vraiment que j'ai beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de bons conseils, je pense, pour la technique, pour apprendre. Ça serait vraiment intéressant, honnêtement. Je pense qu'avant même d'ouvrir une école, ce qui serait vraiment bien, ça serait de créer un réseau avec d'autres tatoueurs d'expérience qui sont vraiment, comment je peux dire ça, des bonnes personnes ouvertes, positives, qui n'ont pas juste l'argent en tête, donc des gens qui veulent vraiment faire progresser le domaine pour peut-être même créer une association au Québec, vraiment, ou association, fédération, ou peu importe comment on peut l'appeler. Je ne pense pas qu'on peut aller jusqu'à dire le mot ordre, mais qu'il y a quelque chose de plus rigide, peut-être de plus avec des législations, justement, comme on disait tantôt, des gens qui pourraient passer, vérifier la propriété des places. Donc, ça demanderait énormément d'organisation, mais ça serait vraiment intéressant de rendre ce métier-là plus professionnel, donc que ce soit moins vu comme des tatoueurs qui font partie des gangs de rue. Puis j'en parle un peu de façon en riant parce qu'on le vit énormément. J'ai acheté ma maison l'année passée ici et la banque ne voulait pas que j'écris que j'étais tatoueuse dans les papiers. Non, on le vit encore, la discrimination est très forte en ce moment. Et quand on a voulu faire la demande d'hypothèque, j'ai dû écrire kinésiologue et d'envoyer une photo de mon diplôme. Même si je leur disais, mais je fais plus ça, là, ça fait des années que je fais plus ça. Oui, oui, mais parle-en pas, parle-en pas. Hein, on veut que tu sois accepté. Là. Et honnêtement, je vis beaucoup mieux de tatouage. Mes horaires sont beaucoup plus stables. Mais la clientèle est beaucoup plus facile qu'en kinésiologie. Mais aux yeux de la banque, c'était pas beau de dire que j'étais tatoueuse. Quand je me cherchais un appartement à Montréal, on m'a souvent refusé en me disant si on t'accepte. J'ai déjà contacté mes assurances et ils ont dit qu'ils étaient pour se retirer de tous mes blocs appartements si je t'acceptais. Wow! Et je trouve ça inacceptable, honnêtement. Ouais, on le vit encore beaucoup. Donc, de prendre ce métier-là qui est très artistique, un peu plus professionnel ou plutôt vu d'une façon plus positive. Je pense que aussi les gens avaient peut-être moins peur de se faire tatouer, avaient des meilleures références. Ça, c'était super facile. Exemple, il y a des sites web en ce moment comme pour tout professionnel, que ce soit trouver mon dentiste, trouver mon médecin, trouver mon psychologue, qu'on peut aller lire, exemple, pour la psychologie ou pour la kinésiologie. Moi, je suis un kinésiologue spécialisé, exemple, pour les femmes enceintes, spécialisé pour les maux de dos, spécialisé. C'est le fun d'avoir un truc comme ça, très professionnel au Québec. Puis moi, je veux du réalisme. Moi, je veux des petites fleurs. Je veux que la personne, c'est quand la dernière fois qu'elle a été vérifiée pour sa propreté, c'est quoi les produits qu'elle utilise, qu'il y ait un truc comme ça en ligne que tout le monde pourrait aller voir et avoir de la bonne information et que ça rende donc aussi le fait de se faire tatouer beaucoup plus sécuritaire
plus rigides, que les produits au Québec, on devrait avoir moins de choix. Exemple, en France, pour les types d'encre qu'ils utilisent, ça doit être des encres qui ont été autorisées par le pays, par la France, et pas juste n'importe quel type d'encre. Donc, il y a beaucoup d'encres même qui sont rendues illégales, certains types de pigmentation qui sont rendues illégales dans certains pays. Donc, ce que je comprends, là, c'est qu'à long terme, là, on peut peut-être s'attendre à ce que tu essaies de faire un collectif, quelque chose. On va voir. Je ne veux pas parler trop vite, là, mais c'est quelque chose que j'aimerais qu'il existe. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce balado. Tu nous as vraiment permis d'en apprendre davantage sur ce métier. Je te souhaite une belle continuité dans tous tes projets et une très belle journée. Merci à toi aussi. Vous trouverez toutes les informations essentielles pour suivre sa carrière artistique dans la description du balado. Je m'appelle Maude Ravenel et je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Mise à nu.